Alors j'ai le plaisir tout d'abord d'introduire le professeur Stefan Callens de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde à België, qui est un avocat, membre de l'Académie, passionné par tous les aspects liés aux soins de santé. Il est professeur de droit de la santé à la Catholic Universität Leuven depuis 1995 et il est expert de droit dans les comités nationaux et européens des droits de santé et je le remercie vivement de nous accompagner cet après-midi. Merci, chers collègues, mesdames, messieurs. On m'a demandé d'écrire le cadre juridique européen relatif aux médicaments. Et bon, je vais apporter ce cadre, mais je vais aussi développer certains problèmes et propositions récentes. Lorsque, dans les années 50, la thalidomide était prescrite comme sédatif, notamment chez les femmes enceintes, il a été découvert que ce produit était à l'origine de graves malformations congénitales. Et les problèmes liés à la thalidomide ont eu un effet accélérateur important pour la mise en place de normes plus strictes de sécurité sanitaire et évidemment aussi pour la mise sur le marché des médicaments. Ceci explique donc l'adoption en 1965 de la directive 65/65 concernant le rapprochement des dispositions législatives relatives aux spécialités pharmaceutiques. Et au premier d'abord, on pourrait se demander pourquoi l'Union européenne a commencé à élaborer des règles juridiques, parce qu'après tout, c'est un principe général que les États membres ont des responsabilités en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Toutefois, il est prévu, vous voyez ça ici, dans la version actuelle du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans l'article 114, que le Conseil et la Commission ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Et de plus, l'article 168, qui mentionne évidemment la compétence des États membres sur l'organisation des soins de santé, prévoit aussi que le Parlement et le Conseil contribuent à la réalisation des objectifs visés à cet article en adoptant des mesures qui fixent des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et également des dispositifs médicaux, comme vous avez vu ce matin. Donc, comme mentionné déjà, il y a donc en 65 cette directive 65/65. Les objectifs de cette directive étaient très clairs. D'abord, sauvegarder la santé publique en réglementant la production et la distribution des médicaments. Mais d'autre part, il y a un deuxième objectif. Et le but de sauvegarder la santé publique doit être atteint par des moyens qui ne peuvent pas freiner le développement de l'industrie pharmaceutique et les échanges des médicaments au sein de la communauté, l'Union européenne. Et donc, par conséquent, pour éviter que des règles nationales vont entraver les échanges des médicaments, ce qui aura une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun, la directive a essayé d'éliminer ces entraves en prévoyant des règles européennes. Mais avec la publication de cette directive de 65, il n'existait pas encore un cadre détaillé, harmonisé pour les médicaments et dans les années suivantes, de nombreuses autres directives ont été publiées. Je cite par exemple la directive de 65 sur les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière des essais cliniques en fait. Aussi en 92, la directive concernant la distribution en gros des médicaments, donc la chaîne de livrer les médicaments via un importateur, puis un grossiste et puis un pharmacien, c'est prévu au niveau européen. Le même vaut pour la classification en matière de délivrance des médicaments, prescription sans prescription. Le même vaut pour l'étiquette ou les règles concernant l'étiquette et la notice des médicaments et surtout aussi les règles sur la promotion et la publicité des médicaments. Le fameux article 10 qu'on a dans notre loi de 64 sur les avantages ou les avantages directs et indirects de l'industrie vis-à-vis des professionnels de soins de santé, c'est basé sur des règles européennes.
Le désavantage de cette directive, c'est que cela lie les États membres juste quant aux résultats à atteindre, ce qui fait que les États membres sont plus ou moins libres à vérifier comment on va implémenter tous ces principes. Et parfois, il y a des disparités entre les États membres. Et donc, par conséquent, si une directive n'est pas très spécifique, les États membres vont créer des différences, ce qui peut freiner le libre-échange des produits, d'où le recours de plus en plus fréquent, même dans la matière des médicaments, au règlement. Et un règlement a une portée générale, c'est une différence avec la directive, il est obligatoire dans tous ces éléments et il est directement applicable dans tous les États membres. À titre d'exemple, je cite donc le règlement de 2004 établissant les procédures communautaires pour l'autorisation des médicaments et aussi en instituant donc l'Agence européenne des médicaments. Mais je pense aussi à un règlement de 2007 sur les médicaments de thérapie innovante et évidemment aussi le règlement de 2014 sur les essais cliniques qui a remplacé une directive de 2004, si je ne me trompe pas. En 2001, il est apparu que toutes ces directives créent une sorte de problème parce qu'il n'y a pas un code communautaire et donc pour créer plus de clarité, on a rédigé un texte unique et c'est donc la directive 2001/83 instituant un code communautaire relatif aux médicaments. Et cette directive prévoyait encore toujours comme dans le passé les deux objectifs, sauvegarder la santé publique, mais également éviter des entraves de libre-échange des médicaments en Europe. Cette directive de 2001 prévoyait aussi, comme c'est le cas encore aujourd'hui, différentes procédures de mise sur le marché des médicaments. Et d'abord, il y a cette procédure centralisée. Cette procédure permet la commercialisation de médicaments sur la base d'une évaluation unique au niveau de l'Europe et une autorisation au niveau de l'Europe, valide donc pour tous les États membres. Donc, les entreprises pharmaceutiques soumettent à l'Agence européenne des médicaments une demande unique d'autorisation de mise sur le marché, puis l'EMA donne son avis et c'est finalement la Commission européenne qui va octroyer ou pas une autorisation de mise sur le marché pour un médicament. Et si la Commission autorise le médicament, l'autorisation de mise sur le marché centralisée est valide dans tous les États membres. Et cette procédure, comme vous savez, était appliquée pour les vaccins et est obligatoire en fait pour la plupart des médicaments innovants, y compris les médicaments pour le traitement de maladies rares et les médicaments de thérapie innovante. À côté de cela, il y a la procédure centralisée. Grâce à cette procédure, un médicament peut être autorisé simultanément dans plusieurs États membres, à condition que ce produit n'est pas encore autorisé dans un pays de l'Union européenne. Troisièmement, il y a la procédure décentralisée, une sorte de, la procédure de reconnaissance mutuelle. Ça veut dire que si un État membre a déjà accepté le produit, l'autre État membre peut utiliser l'évaluation et donner assez vite une autorisation à ce médicament. Et puis finalement, il y a la procédure purement nationale qui doit être utilisée si on met un produit dans un pays et puis après dans un autre. Cette directive de 2001, à côté de la procédure à utiliser pour la mise sur le marché des médicaments, prévoit aussi des règles sur la fabrication, distribution, promotion, étiquetage, notice, etc. On reprend donc, comme j'ai dit, tous les anciens directives qui ont été publiées avant. Cependant, lorsqu'on parle du cadre européen des médicaments, je pense qu'il est très important de comprendre qu'il y a des autres textes européens, surtout règlements, qui sont aussi importants pour le secteur des médicaments. Et je pense par exemple au GDPR, donc, ou le RGDP, le règlement général sur la protection des données, qui inclut les données médicales relatives à la santé. Comme vous avez vu ce matin, le règlement sur les dispositifs médicaux. Dans le passé, c'était une directive ou deux directives, maintenant c'est devenu deux règlements. Mais il y a aussi une directive assez importante de 2011 sur les droits des patients et les soins transfrontaliers qui prévoit aussi un schéma pour la prescription des médicaments européens, donc pour
améliorer l'échange des médicaments. Si un patient est malade, il peut facilement, avec une telle prescription, recevoir un médicament dans un autre pays. Il y a aussi les directives sur le marché public. Si on va acheter des médicaments par l'hôpital, qui est subsidié via des subsides, alors il faut appliquer les règles du marché public. Ce sont des règles européennes. Je pense aussi à un règlement récent concernant le Health Technology Assessment or Evaluation, l'évaluation des technologies de la santé, qui devient de plus en plus très important si on va mettre sur le marché des nouveaux produits et plus des dispositifs médicaux. Et il y a quelques jours, vous avez sans doute entendu qu'il y a une loi sur l'intelligence artificielle qui sera aussi important pour le secteur de la santé parce que ça vise vraiment aussi le software ou les systèmes qui vont permettre aux médecins de mettre un diagnostic sur base de ce software pour lequel des règles spécifiques s'appliquent. Et je reviens encore à la fin, il y a ce projet récent de règlement espace européen des données de la santé. On peut dire que les soins de santé peuvent être considérés comme un système, et ça veut dire qu'un système reste toujours assez dynamique et est toujours en évolution. Et donc ce n'est pas du tout surprenant que le cadre juridique que je viens de décrire est également quelque chose qui change très régulièrement. Et donc, il y a quelques années, la Commission a présenté des propositions visant à modifier cette directive de 2001. Les objectifs des propositions sont les suivants, et je cite quelques-unes. Veiller à ce que tous les patients dont l'Union européenne ait un accès rapide et équitable à des médicaments sûrs, efficaces et surtout abordables. Mais deux, ce que le professeur Casimir a dit déjà, renforcer la sécurité d'approvisionnement et veiller à ce que les patients disposent de médicaments, quel que soit sur leur lieu de résidence dans l'Union européenne. Et trois, et ça c'est important, on veut éviter la production en Inde ou Chine, continuer à offrir ici en Europe un environnement attrayant et propice à l'innovation pour la recherche, mais aussi le développement et la production de médicaments en Europe. Et donc, si on décrit le cadre juridique, il convient également de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice. Parce qu'en fait, c'est la Cour de justice qui va, via ses arrêts, donner une interprétation au texte européen. Et ces arrêts permettent aux patients, mais aussi au gouvernement et aux entreprises pharmaceutiques, d'avoir une vue plus claire sur la législation européenne. Et donc, la jurisprudence de la Cour de justice est donc importante pour interpréter les textes européens. Et parfois, on constate qu'après un arrêt, la législation vient d'être modifiée. Je réfère par exemple à un arrêt de 2003, le fameux arrêt Doc-Morris. La Cour de justice a estimé qu'une interdiction nationale totale de vente à distance de médicaments non soumis à prescription, alors que ceux-ci étaient utilisés dans un autre État membre, était contraire au droit communautaire. Mais la Cour a également statué qu'une telle interdiction est conforme au droit communautaire s'il s'agit de médicaments non autorisés dans un État membre. Et donc, à cause de cet arrêt, en Belgique, on a modifié notre législation. Il est maintenant possible d'acheter via l'Internet des médicaments non soumis à une prescription. Auparavant, c'était toujours nécessaire de chercher le médicament dans la pharmacie. Il y a quelques jours, en plus, très récemment, donc le 24 février, la Cour a dû se prononcer de nouveau sur la question de l'utilisation d'Internet et la vente des médicaments. Et c'est le dossier d'Optifarma. En fait, cette société exploite un site Internet sur lequel il était possible d'acheter des produits pharmaceutiques sans ordonnance à partir donc des sites Internet de pharmacie. Et donc, le site d'Optifarma mettait à disposition les produits au moyen d'un catalogue préenregistré. Le patient, le client sélectionnait les médicaments et sa commande était ensuite transmise aux pharmaciens, aux pharmacies dont Optifarma hébergeait le site. Et il y avait le paiement de prix d'achat s'effectuait donc par un système de paiement unique commun à l'ensemble des pharmacies.
à partir de comptes dédiés. Qu'est-ce que la Cour a jugé? La Cour a dit qu'un État membre peut effectivement interdire la fourniture de ce service lorsque le prestataire est considéré comme réalisant lui-même la vente de médicaments non soumis à prescription et s'il ne possède pas vraiment la qualité d'un pharmacien. Mais la Cour a aussi dit, en revanche, lorsque le prestataire concerné se limite par une prestation propre et distincte de la réalisation de la vente à mettre en relation les pharmaciens et les patients, les États membres ne peuvent pas interdire la fourniture de ce service au motif que cette société participe au commerce électronique de vente de médicaments sans avoir la qualité d'un pharmacien. Donc, j'ai craint que, je constate que beaucoup de plateformes qui vont être créées, qui mettent en contact les pharmacies et les patients pour la vente de médicaments pas sur prescription, seront permis à cause de cet arrêt, même si celui qui met à disposition la plateforme n'est pas du tout un pharmacien. Donc vous voyez que les arrêts de la Cour de justice sont aussi très importants. Mais il est clair que les soins de santé, même si leur organisation relève de la compétence des États membres, deviennent de plus en plus le domaine de l'Union européenne. Et l'importance du rôle de l'Union européenne est devenue particulièrement évidente lors de la crise de Covid. Donc il n'est donc pas surprenant qu'en octobre 2020, la Commission européenne ait lancé l'idée d'une Union européenne de la santé. Et donc Ursula von der Leyen s'est exprimée en des termes, et je cite, nous ne pouvons pas attendre la fin de la pandémie pour réparer les dommages et nous préparer pour l'avenir. Nous poserons les bases d'une Union européenne de la santé plus forte, permettant aux 27 pays de collaborer pour détecter, préparer et réagir collectivement. Et donc, c'est quoi exactement cette Union européenne de la santé? La Commission européenne met en place une Union européenne de la santé forte, qui doit permettre à tous les pays de se préparer et de réagir ensemble aux, d'abord, crises sanitaires, de collaborer pour améliorer la prévention, le traitement et le suivi des maladies telles que le cancer. 3. Ainsi que de disposer de produits innovants à des prix abordables. Et donc, vous voyez quelques initiatives, ce n'est pas très clair, mais c'est clair qu'on va mettre... on va donner priorité à des actions clés comme préparation aux crises, réforme de la législation pharmaceutique. 3. Le plan européen pour vaincre le cancer. 4. Prévention, détection et parcours de soins de qualité. 5. Approche globale de la santé mentale. Et 6. La création de l'espace européen des données de santé dont j'ai parlé au début. Effectivement, il y a quelques jours, le ministre belge Van den Broeke est parvenu à un accord avec le Parlement européen et la Commission sur ce projet de règlement sur l'espace européen de données de santé. Et ce règlement vise en fait à d'abord améliorer la prestation des soins de santé dans l'ensemble de l'Union européenne en donnant aux patients les moyens de contrôler leurs données de santé, mais 2. Offrir un cadre cohérent, sûr, fiable et efficace pour l'utilisation des données, et surtout pour partager les données en principe anonymes, si pas possible, pseudonymisées. Donc, ça va donner la possibilité aux chercheurs, mais aussi à l'industrie, mais aussi à la politique ou les gestionnaires ou les autorités publiques, pour avoir accès à des grandes quantités de données, des firmes pharmaceutiques, des hôpitaux, de ceux qui mettent sur le marché des apps qui collectent les données de la santé. On sera obligé de donner ces données d'une manière anonyme, évidemment pour faire la recherche ou pour tester des programmes AI ou éventuellement faire des statistiques. Mais en condition que tout est partagé dans un espace sécurisé. Pour conclure, je voudrais évoquer quelques récentes propositions de la Commission visant effectivement à résoudre les problèmes de pénurie des médicaments. Elles sont des thèmes et je pense que dans les présentations antérieures, on va revenir sur cela, mais je cite quelques-unes.
lancement d'un mécanisme européen de solidarité volontaire en matière de médicaments. 2. Établissement d'une liste au niveau de l'Union européenne des médicaments critiques. Aussi une sorte de flexibilité réglementaire, c'est-à-dire les États membres peuvent utiliser des dérogations réglementaires pour permettre aux patients d'accéder rapidement aux médicaments. Par exemple, en prolongeant la période de conservation ou en autorisant des médicaments de substitution dans des délais courts. 4. C'est important, on l'a vu, l'avantage pour les vaccins, l'élaboration ou l'utilisation des marchés publics au niveau européen. C'est peut-être parfois mieux que via la Commission, des médicaments sont achetés. Donc, on évite une concurrence entre pays si pour certains médicaments, l'Union européenne intervient. Et 5, la création d'une alliance pour les médicaments critiques. Cela permettra aux autorités nationales, mais aussi à l'industrie et à la Commission et aux agences de l'Union européenne de coordonner l'action au niveau de l'Union européenne contre les pénuries de médicaments et de remédier donc aux vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. Et finalement, le point le plus important probablement, c'est renforcer la capacité de l'Europe. On doit essayer à prévoir une réglementation à ce que la fabrication de médicaments et surtout aussi des principes actifs critiques se fait de plus en plus de nouveau en Europe et plus en Inde ou en Chine. Voilà, je pense que j'ai décrit le cadre juridique actuel et formulé quelques propositions. Je vous remercie pour votre attention.